Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire mensuel. Je suis Agathe Vitour, je suis avocate associée au sein du cabinet Accence Avocat. Nous vous retrouvons aujourd'hui sur un thème au cœur de vos problématiques du quotidien et je suis accompagnée aujourd'hui de Patrick. Donc, je suis Patrick Nettali, responsable de projet qualité et RGPD au sein d'Accence Service. Je vais laisser Agathe vous présenter le cabinet et ensuite je vous présenterai la partie Accence Service et nous enchaînerons sur notre sujet. Si j'arrive à changer de diapo, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas le plaisir de nous connaître, le cabinet Accence Avocat Conseil intervient sur le champ social et médico-social. Nous accompagnons les gestionnaires privés et publics dans la mise en œuvre de leur activité, de leurs services, tous les projets de la naissance à la fermeture d'un établissement. Donc, on a un pôle droit public qui va vous accompagner sur vos questions tarifaires de CEPOM, des questions liées aux droits des usagers, la faisabilité juridique de vos projets ou toutes les difficultés que vous rencontrez avec vos autorités administratives de tarification, le droit du travail appliqué au secteur, le droit des affaires et la gouvernance particulière lorsque l'on est gestionnaire public ou une gouvernance associative. Et pour tous vos projets de rapprochement, groupement, fusion, nous sommes à votre écoute dans vos problématiques du quotidien. Et donc, pour répondre aux nouvelles problématiques, notamment le RGPD en 2018, Accence Avocat Conseil a décidé de créer un service dédié pour l'accompagnement dans la mise en conformité au RGPD, également en tant que délégué à la protection des données pour les établissements médico-sociaux. Et depuis 2022, nous avons la mise en œuvre du référentiel HAS. Et dans ce cadre-là, on a développé une prestation d'accompagnement à la fois en tant que qualiticien partagé, mais également pour accompagner de manière ponctuelle les établissements, les services, les responsables qualité avec un certain nombre de documentations. Donc, comme pour le RGPD, on va avoir des fiches techniques, on va avoir un certain nombre de procédures, on va avoir des ateliers thématiques pour vous aider à construire vos documentations. Et également, on va vous proposer un catalogue d'une trentaine de thématiques de formation qui vont répondre à la fois aux questions du RGPD, qui s'intègrent bien sûr dans la démarche qualité. Et donc, l'objectif, il est de répondre aux critères de l'évaluation HAS par des formations de sensibilisation telles que la gestion des risques, le consentement, éthique et bientraitance, les écrits professionnels. Donc, vous voyez qu'on a un catalogue dont vous pourrez disposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet, sachant que ces formations sont à destination pas seulement des qualiticiens. L'objectif, il est de faire vivre la qualité dans vos établissements. Donc là, l'objectif, ça va être de vous proposer à vos professionnels un format relativement court d'1h30 à 2 heures en visio avec un consultant en direct pour répondre aux questions de vos professionnels. Et l'idée, c'est qu'avec ces sensibilisations-là, vous pourrez répondre également aux critères de l'HAS qui nécessitent des formations. Voilà. Pour information, depuis 2018, on accompagne plus de 800 établissements et services sur la qualité et le RGPD. Alors, Agathe, je vais laisser présenter la thématique du jour quand même. Oui, effectivement. Nous avons souhaité aujourd'hui mettre en corrélation les contrôles et la qualité, notamment dans le cadre des évaluations HAS. Alors, tout simplement parce qu'on a un élément de contexte tout à fait particulier, puisque suite au scandale Orpea, le gouvernement a missionné une vague de contrôle entre 2023 et 2024, puisqu'aujourd'hui, quasiment 100% des EHPAD ont été contrôlés. À l'issue de ces missions de contrôle, on peut constater que près de 90% de ces contrôles n'ont pas forcément débouché sur une injonction, mais pour plus de 70% des établissements, les inspecteurs ont identifié des éléments à améliorer au sein des établissements et 11% de ces EHPAD ont été considérés en situation dégradée. Une cinquantaine d'entre eux ont fait l'objet de sanctions administratives allant de la mise sous administration provisoire jusqu'à la fermeture et une quarantaine de signalements au procureur de la République ont été formulés. Ce qui n'est pas négligeable. C'est quand même assez important sur l'ensemble de ces contrôles. Et qui risque de également concerner le champ des
personnes en situation de handicap et les ESMS accompagnant des enfants relevant du champ de l'aide sociale à l'enfance, puisque le gouvernement a annoncé en ce début d'année que cette vague de contrôle et d'inspection concernerait le champ du handicap enfant-adulte et également le champ de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, forcément, face à cette vague de contrôle, vous êtes nombreux à nous questionner, nombreux à vous inquiéter pour connaître comment vous préparer au mieux à ces contrôles, le tout dans un contexte où vous préparez également parfois, où vous vivez parfois vos premières évaluations nouvelles moutures, d'où le sujet d'aujourd'hui. Finalement, quelles sont les règles applicables au contrôle, en quoi elles se distinguent des règles propices à l'évaluation. Et c'est vrai que si a priori évaluation et contrôle sont des mécanismes très différents qui font appel à des réglementations et des professionnels bien distincts, l'objectif de ce webinaire est de démontrer qu'au contraire, on a un grand nombre d'éléments qui se rejoignent en matière de contrôle et d'évaluation, de nombreux points de convergence et également l'objectif c'est de déconstruire un certain nombre d'idées reçues à la fois sur l'évaluation et le contrôle pour démontrer au sein de votre établissement comment la démarche qualité peut englober ces deux problématiques puisque en réalité, se préparer un contrôle et se préparer une évaluation, c'est emprunter des mécanismes cousins. Alors, pour démarrer la présentation et la démonstration, on va commencer par les fondements juridiques. Donc, on va voir déjà qu'au niveau de la démarche qualité, finalement, c'est pas quelque chose de nouveau. On parle beaucoup du référentiel 2022, mais je vous propose de faire un petit peu d'histoire et remonter dans le passé, parce que ça va nous permettre de démontrer l'évolution de l'évaluation et finalement, ça va nous permettre aussi peut-être d'anticiper l'avenir, sachant que depuis le 23 décembre 2000, la loi donc du 23 décembre 2000, avec l'article du Code de l'action sociale et des familles, donc le fameux L312-8, qu'on va suivre de 2000 jusqu'à 2022 quasiment, dès 2000, on a un premier article qui va nous faire ressortir que les ESMS ont une obligation d'information. Donc, on n'est pas encore dans l'évaluation, on n'est pas encore dans les critères, on n'est pas dans tous ces éléments-là, mais on commence à affirmer que les établissements doivent informer chaque année le représentant de l'État. Donc, en l'occurrence, c'était le préfet à ce moment-là qui devait être informé sur l'ensemble des activités. Donc, il y a déjà la définition d'un rapport d'activité à transmettre. Et cet élément-là va évoluer puisque l'article, alors je me trompe, voilà, l'article L312-8 évolue le 2 janvier 2002 puisque avec ces modifications, on introduit le principe de l'évaluation dans les établissements et les services. Donc là, on retrouve ce qu'on a tous bien connu, les évaluations internes, les évaluations externes, avec un cycle d'évaluation. Mais on reste sur une évaluation qui est avec des évaluateurs qui ne sont pas certifiés. Chacun peut s'auto-déclarer évaluateur, finalement. Il n'y a pas de règles précises, si ce n'est un minimum d'expérience dans le secteur, peut-être. Et donc, on fixe simplement l'obligation d'une évaluation et on voit que différents organismes proposent leur propre référentiel. On a une multitude de référentiels plus ou moins complets qui vont s'opposer. Alors, l'article L312-8 évolue encore en 5 fois pendant la période jusqu'à 2019. On a une évolution puisqu'on part de l'information, puis le rapport d'activité. Ensuite, on part sur des évaluations qui peuvent être plus ou moins complètes, plus ou moins précises, et on évolue ensuite sur le premier référentiel de l'enfance et enfin sur un référentiel national ESMS. Donc là, en 2019, on a la loi donc 2019-774 du 24 juillet 2019, donc qui modifie en fait le système de santé et qui instaure
que l'AHAS sera pilote des procédures d'évaluation, et pas seulement pour le domaine de la santé, mais également sur la qualité, la démarche qualité dans les ESMS, en lieu et place de l'ANESM. Donc là, dans ce cadre-là, l'AHAS a pour mission, une mission qui est quand même assez précise et qui est détaillée dans la loi. D'abord, de rappeler l'obligation d'évaluation de la démarche qualité dans les établissements médico-sociaux. Donc, sachant que en 2019, l'HAS devra proposer un référentiel national commun. Donc là, on est dans les objectifs de l'HAS. Également, on précise que l'évaluation sera régulière, et donc on a un objectif d'évaluation à 5 ans, et par un organisme accrédité. Et là, c'est quelque chose de complètement nouveau. On a 2 facteurs vraiment nouveaux. C'est un référentiel commun et des organismes accrédités pour assurer la crédibilité de ces évaluations. Et donc, on va voir que ça va aller au-delà de la crédibilité, puisque ça va nous amener effectivement à un certain nombre de parallèles, effectivement, avec les contrôles, d'où l'objet de notre webinaire. Donc, bien sûr, le 28 décembre 2021, il y a un arrêté de la Haute Autorité de Santé qui publie un premier référentiel à destination des ESMS. Là, il est commun à toutes les structures où on peut avoir des enfants en situation de danger et de risque. Donc là, ça change pas la donne pour toutes les structures du secteur, mais ça montre déjà cette première volonté d'un référentiel commun sur une thématique précise. Et enfin, donc on évolue avec le décret 2022-742. Alors, je ne suis pas juriste, hein, j'ai toujours du mal avec les textes réglementaires, mais donc du 28 avril 2022. Et là, on entérine en fait officiellement le référentiel de l'HAS qu'on connaît aujourd'hui, avec une base commune pour l'ensemble des ESMS, bien qu'on ait quelques critères particuliers, mais on a quand même les critères spécifiques. On a une approche quand même qui est centrée sur la personne pour l'ensemble des structures, un objectif d'amélioration de la démarche qualité. Également, l'HAS ne nous propose pas seulement un référentiel, mais en plus va nous proposer les modalités de mise en œuvre de ces évaluations et nous proposer un cadrage assez précis sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et enfin, donc, ce décret définit bien sûr le rôle de l'HAS qui sera chargé de définir à la fois le référentiel, mais également de définir les modes d'accréditation. Et donc, on a des évaluateurs qui vont être accrédités par un organisme de référence, donc le Comité français d'accréditation, le COFRAC. Et donc là, on ne pourra pas déroger à cette règle-là. Tous vos évaluateurs externes devront faire l'objet de cette accréditation. Et donc, on reviendra aussi sur tout à l'heure quand on va parler des intervenants dans cette évaluation, mais que ce critère d'accréditation est quand même un peu spécifique. Et on va faire un peu de teaser, hein, on ne va pas donner la réponse tout de suite, mais vous verrez que le mode d'accréditation des évaluateurs dans les ESMS finalement va nous rapprocher quand même passablement du contrôle. Hein. Alors, Agathe, sur les fondements du contrôle. Oui, effectivement. Alors, les procédures d'inspection et de contrôle répondent à une réglementation vraiment distincte de celle de l'évaluation. Tout d'abord, on peut rappeler que les procédures de contrôle constituent des mesures de police administrative spéciales. C'est clairement l'intitulé d'ailleurs de la section du Code de l'action sociale et des familles. Donc, qui dit police administrative dit une compétence extrêmement rigide confiée avec des autorités administratives spécifiquement nommées dans le texte. On ne s'arroge pas autorité de contrôle. C'est vraiment quelque chose au-delà du médico-social, hein, qui est un principe de notre ordonnancement juridique où on peut diligenter une mission de police si on n'en a pas la compétence confiée par un texte. Donc, sur le secteur social et médico-social, ce sont les autorités qui sont compétentes pour délivrer l'autorisation qui sont compétentes pour diligenter les contrôles.
Donc tout simplement, si votre établissement est autorisé par l'ARS, seule l'ARS sera compétente pour diligenter le contrôle, si par exemple vous gérez un IME, ou à l'inverse, si vous êtes un établissement qui a été autorisé par le conseil départemental, je pense notamment à une maison d'enfants à caractère social, eh bien seul le conseil départemental aura compétence pour réaliser ces contrôles. C'est important parce que lorsque vous êtes gestionnaire, vous pouvez avoir une multitude d'établissements qui relèvent d'une multitude d'autorités administratives. Eh bien, c'est pas parce que vous gérez plusieurs établissements relevant de plusieurs autorités administratives que ces autorités peuvent étendre l'ensemble de leur contrôle à toutes vos activités. On est vraiment sur quelque chose de très cadré. La seule petite exception, c'est pour les compétences du préfet, puisque ce dernier a une compétence d'ordre public générique, et ce dernier peut venir diligenter des contrôles dans n'importe quel établissement social et médico-social, quelle que soit l'autorité de tutelle, même si on n'aime pas ce terme-là, pour cet établissement. Donc on est sur un cadre assez rigide qui a évolué ces dernières années, mais de manière beaucoup moins importante que pour l'évaluation. On a dans cette philosophie de la réglementation des contrôles une volonté de vérifier la sécurité et les droits des personnes accueillies. Puisque dans la philosophie juridique des autorisations et des contrôles, on a la volonté de protéger ce public que la loi qualifie de vulnérable. Et c'est pourquoi les contrôles peuvent également être diligentés sur des structures qui n'ont pas été autorisées. Donc ça, c'est vraiment important. On a eu beaucoup d'exemples ces derniers mois où des structures, notamment relevant du champ de l'aide sociale à l'enfance, existaient, mais sans autorisation. Et donc là, les autorités administratives sont compétentes pour diligenter le contrôle. Il en va de même si vous avez procédé à une extension sans autorisation ou si vous avez développé vos activités en dehors des clous d'une autorisation, eh bien, ça peut faire l'objet d'un contrôle et vous pouvez avoir une sanction administrative, voire pénale à la clé. Donc, sur la philosophie du contrôle, on est vraiment sur quelque chose de rigide a priori. On verra un peu plus loin dans le webinaire que cette rigidité est à relativiser quant à la méthodologie mise en œuvre dans le contrôle. Et cette rigidité apparente, elle va se matérialiser par l'objet du contrôle, qui est de vérifier le manquement à la réglementation. Donc là, une règle fixe, objective, mais pas que. Il y a la vérification des conditions d'organisation et de fonctionnement et de la qualité de la prise en charge. Et donc là, on ouvre une porte extrêmement large qui vient voir que le contrôle n'est pas uniquement un contrôle de conformité à un texte donné, mais également un regard porté par l'autorité administrative sur vos modalités d'organisation et de fonctionnement. Et donc là, on a vraiment deux champs d'action qui se côtoient. Un champ, on va dire, objectif et rigide, le manquement à une règle de droit, et un champ beaucoup plus flou, on est vraiment sur du droit mou, où on offre la possibilité aux autorités administratives de venir apprécier les conditions d'organisation et de fonctionnement et le respect des droits des personnes accompagnées. Très bien. Au niveau, donc, effectivement, la conclusion, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément un cadre très précis, mais par contre, on aura effectivement une démarche vraiment rigoureuse et stricte, hein, contrairement à l'évaluation où là, on va proposer effectivement ce fameux référentiel avec un cadre très précis, très ordonné, et on sait à l'avance exactement où on va aller. Alors, on va voir les différents acteurs de l'évaluation, parce que ça va être important de bien situer les acteurs et de comprendre un peu l'interaction qui amène à l'évolution justement de l'évaluation. On disait tout à l'heure qu'on partait d'une simple déclaration et d'un simple rapport, et on arrive aujourd'hui à une évaluation complète. Les principaux acteurs, finalement, comme Agathe vient de le dire, que ce soit le contrôle ou l'évaluation, on place la personne accompagnée au cœur de la démarche. L'objectif, il est de valider que la personne accompagnée l'est dans les meilleures conditions possibles et corresponde aux objectifs qui ont été déterminés par la structure.
Donc, le premier acteur, c'est la personne accompagnée. Donc là, le référentiel insiste particulièrement dessus. On a toute une partie qui est dédiée à la personne accompagnée et elle est acteur du contrôle puisque là, elle est vraiment interrogée, auditée. On va écouter la personne accompagnée et vérifier avec elle un certain nombre de critères qui la concernent. Donc, l'objectif, il est d'avoir la parole de la personne accompagnée. Donc, elle est actrice pleinement. On va avoir également donc les professionnels de l'établissement qui, eux aussi, sont interviewés. Dans ce cadre-là, ils sont interviewés, mais au travers et par le prisme de la personne accompagnée, mais ils ont leur mot à dire sur les moyens mis en œuvre pour accompagner les personnes. Et donc, ils vont pouvoir répondre aux différents critères. Bien sûr, les établissements sont concernés et donc acteurs pleinement puisqu'ils sont également, un certain nombre de critères vont les interroger directement. Et enfin, donc, on a l'autorité de contrôle qui est l'acteur qui a déterminé la règle du jeu au travers du référentiel, qui détermine également et qui propose en fait les outils pour la mise en œuvre de ce référentiel, même si l'ensemble de ce référentiel a été co-construit avec les acteurs professionnels du secteur, hein, puisqu'il y a eu des groupes de travail qui ont construit ce référentiel et également le manuel qui l'accompagne. Donc on aura également les administrations ARS, conseil départemental, protection judiciaire de la jeunesse, qui sont acteurs en ce sens où elles peuvent accéder à l'évaluation, peuvent également demander des compléments d'information et donc peuvent également être amenées à amener un contrôle suite à une évaluation. Donc, dernier acteur, et là c'est vraiment un acteur pour lequel l'HAS la nouvelle réglementation change la donne, c'est qu'on a des évaluateurs qui sont accrédités COFRAC, et c'est pas l'évaluateur qui va être accrédité, c'est bien l'organisme évaluateur. Et dans le cadre de cette accréditation, on a une norme de certification qui est la norme ISO/E. Alors IEC, c'est 17020. Hein. Alors cette norme, elle est importante et c'est important de la voir. Alors il faut savoir qu'on a fait un article sur le blog d'Axence sur ce sujet-là. Cette norme est très importante parce que c'est une norme qui répond pas nécessairement à des services, mais plutôt à des produits. Également, c'est une norme qui va nous amener à des inspections. Donc, c'est des normes qui vont servir à accréditer des inspecteurs. Donc là, on voit que l'évaluateur HAS va être accrédité sur un format qui correspond à la certification d'inspecteur. Donc là, on fait évoluer l'évaluateur en une forme d'inspecteur dans sa définition au travers de la norme. Donc ça, je vous invite à aller creuser ce sujet-là parce que c'est intéressant de voir et on va voir dans les conclusions qu'on tire à différents niveaux, on va rejoindre ce principe et ce rapprochement entre l'évaluation et l'inspection. Voilà, donc bien sûr, hein, l'ensemble de ces acteurs doivent se conformer au référentiel et à l'ensemble des documents qu'on va voir tout à l'heure dans la démarche d'évaluation. Alors, vous avez bien fait de souligner tout ce cérémonial autour de l'évaluation, Patrick, puisque sur le champ des évaluations, il n'y a pas de place au hasard. On a une méthodologie et un rythme des acteurs à consulter lors des évaluations qui est gravé dans le référentiel, le manuel d'évaluation. Sur le champ des contrôles, on va voir que si les acteurs des contrôles sont strictement définis dans le texte, en réalité, il y a une assise textuelle beaucoup moins bavarde que sur le champ de l'évaluation. Comme on est en matière de police administrative, il y a effectivement dans le Code de l'action sociale et des familles les agents spécifiquement habilités à diligenter les contrôles qui vont être précisés
dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, selon l'autorité administrative compétente pour diligenter le contrôle, tous les agents au sein des ARS, des conseils départementaux ou des préfectures ne seront pas habilités à diligenter les contrôles. On a donc le Code de l'action sociale et des familles et le Code de la santé publique qui nous dressent des listes de professionnels strictement autorisés à diligenter le contrôle, et ce sera nécessaire lors des contrôles de solliciter de ces personnes-là qu'elles déclinent non seulement leur identité mais leur qualité. Et lorsque le contrôle démarre, qu'il soit inopiné ou prévu, vous avez toujours une lettre de mission de l'autorité administrative qui vous est remise avec le nom et la qualité des personnes présentes pour diligenter ce contrôle. Donc, hormis cette délimitation des qualités des professionnels qui peuvent diligenter le contrôle, les textes ne sont pas davantage bavards. On n'a aucun référentiel aujourd'hui qui fixe une grille de questions type à poser lors d'un contrôle. Il n'y a pas de dispositions dans le Code de l'action sociale et des familles qui vont nous indiquer quelle est la chronologie type d'un contrôle. Alors, sur les dernières années, on a quand même un petit peu de matière. On a 2 guides de l'IGAS en 2015 et en 2019 qui sont venus tenter de constituer une petite méthodologie à diffuser auprès des agents de contrôle. On a une instruction du 7 décembre 2022 qui vient reprendre, expliquer, vulgariser la réglementation et fournir des modèles de PV de constat, des modèles de lettres type pour guider les agents de contrôle dans leur processus d'inspection. Mais en termes de matière juridique, il n'y a pas davantage d'outils. Ce qui laisse une grande marge d'appréciation. Et nous, on le voit bien, on est sollicité chaque année pour accompagner des gestionnaires qui sont sur le point de vivre un contrôle ou qui ont vécu un contrôle. Et il y a finalement une certaine hétérogénéité dans la manière de diligenter le contrôle qui sera souvent dépendante de l'expérience de l'agent de contrôle lui-même. On a parfois une inspection très poussée au niveau des cuisines, au niveau d'un certain nombre de pièces. On ne va pas du tout retrouver dans d'autres champs de contrôle. On peut avoir des questions très pointues sur les plannings, l'organisation du temps de travail. Et puis, sur un autre contrôle diligenté sur un autre territoire, eh bien, on constatera que pour la même catégorie d'établissement, ces questions-là n'auront pas été posées. Ce qui donne aussi lieu à une hétérogénéité des rapports de contrôle, puisqu'à l'issue de la visite sur place, le gestionnaire reçoit un pré-rapport de contrôle qui reprend la chronologie du contrôle, avec à l'appui éventuellement des photos, le rappel des personnes qui auront été interrogées, les personnes présentes sur place, mais on se rend compte que il n'y a pas une trame fixe comme c'est prévu pour l'évaluation. On n'a pas non plus de professionnels listés qui doivent être interrogés. C'est-à-dire que parfois, sur certains contrôles, on va interroger des professionnels, des salariés, des bénévoles présents sur place. Parfois, ils n'auront pas du tout été interrogés. Parfois, il y a des usagers eux-mêmes qui ont été consultés. Parfois, sur d'autres contrôles, eh bien, ce volet-là n'aura pas du tout été exploité par l'agent de contrôle. Donc, on a vraiment un cadre juridique réduit au strict minimum et qui explique qu'en pratique, on a une grande hétérogénéité des modalités de contrôle, des durées de contrôle. Sur certains territoires, certaines autorités administratives viennent sur plusieurs jours. Parfois, on a un contrôle inopiné en quelques heures seulement. Pour certains territoires, lorsque le contrôle est prévu, on va avoir une grande liste de pièces demandées en avance avec un contrôle qui va finalement être aux 3/4 sur pièce et un temps sur place très réduit. Et à l'inverse, pour certaines procédures de contrôle, on va avoir un temps de présence des agents sur place beaucoup plus vaste avec une communication des pièces demandées à l'issue du contrôle. Donc là, on a vraiment une confrontation de 2 méthodologies, l'une de l'évaluation avec un manuel d'évaluation extrêmement cadré, où même les temps d'entrevue sont indiqués dans le manuel, et une procédure de contrôle où, hormis la qualité des agents et la liste des documents qu'ils peuvent consulter, et encore, la réglementation n'est pas extrêmement précise, on a une vraie hétérogénéité des méthodologies de contrôle. Par contre, on a un certain nombre de fils conducteurs sur ces 2 éléments, évaluation et contrôle. On voit que les choses se recoupent. Globalement, c'est toujours les mêmes documents qui vont être sollicités.
les outils issus de la loi de 2002, projet d'établissement ou de service, les éléments relatifs aux salariés, aux effectifs, les éléments relatifs aux droits des usagers sur le volet médical. Il y a généralement toujours consultation d'un dossier ou d'usagers. Donc, on a également des points de convergence, le fait de pouvoir interroger la gouvernance, les professionnels ou les usagers. Donc, voilà. Évaluation et contrôle, on a vraiment des méthodologies différentes avec quand même un certain nombre d'éléments communs. Effectivement, sur la méthodologie de la démarche qualité, on retrouve effectivement les différents chapitres et cette organisation de l'évaluation sur laquelle on ne va pas revenir en détail puisque ce n'est pas l'objet. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que on nous détermine effectivement, comme Agathe vient de le souligner, une méthodologie très précise, puisqu'on a différents chapitres avec des critères. Tout est clairement défini, établi, avec un manuel qui accompagne ce référentiel pour définir comment mettre en place cette évaluation. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'également, lorsque l'HAS a présenté aux organismes évaluateurs le référentiel et la manière de pouvoir recevoir l'accréditation, l'HAS a proposé, en plus du manuel et de toute la documentation qu'on connaît, donc le référentiel, le manuel d'évaluation, la méthode d'évaluation et tout le système de cotation. À côté de ça, l'HAS a également transmis des documentations sur la manière de procéder pour une visite d'établissement. Puisque comme effectivement dans un contrôle, on peut avoir une visite d'établissement, l'évaluateur va pouvoir prendre la température et voir si les locaux sont propres, s'il y a des odeurs, s'il y a des affichages particuliers, voir comment se comporte le personnel avec les personnes accompagnées. Donc on a vraiment une visite qui est détaillée, donc avec l'ensemble des éléments qui doivent être mis en œuvre. Et donc, pour les évaluateurs, la HAS a proposé de détailler également toute la mise en œuvre de l'évaluation, la réunion d'ouverture, la visite des services, et donc qu'on pourrait rapprocher d'une inspection, l'évaluation de la structure, donc avec tout le référentiel. Ensuite, on va avoir le détail sur tout ce qui concerne les entretiens avec le CVS, etc. Là aussi, on va avoir un audit documentaire, mais donc l'audit documentaire, il n'est pas cadré en tant que tel, mais finalement, il est cadré par les différents critères du référentiel, puisque ces documents vont nous permettre d'avoir des éléments de preuve sur les différents critères. Donc, on a également, la HAS précise également qu'il doit être fait une synthèse avec les intervenants, le débriefing avec la gouvernance, le bilan de fin de visite, etc., etc. Donc, vous voyez que en plus du cadrage lié au référentiel, on a toute une série d'éléments qui vont nous amener à savoir comment doivent se comporter la personne accompagnée, les professionnels, la gouvernance, mais également l'évaluateur qui va, lui, avoir un cadre très précis, sachant que récemment, la HAS a jugé que dans la méthode d'application des critères d'évaluation, il pouvait y avoir des écarts et on s'éloignait un petit peu de la méthodologie proposée. Il y a eu un rappel qui a été fait en fin d'année dernière sur les critères d'évaluation du référentiel. Et donc, vous voyez qu'il y a un suivi quand même de la part de l'HAS sur la méthodologie et que, bien sûr, si on constate des écarts d'interprétation sur la méthodologie, l'HAS va repréciser les éléments. Alors, le cadrage vise quand même toujours à impulser cette démarche collective et participative. Pourquoi ? Parce que le référentiel
contrairement à ce qu'on disait à l'instant, le contrôle, on n'a pas finalement de vision de ce qui va, on n'a pas besoin de nous prévenir à l'avance de tout ce qui va et nous détailler de tout ce qui va se passer pendant le contrôle. Là, pour l'évaluation, vous avez un référentiel, vous avez une documentation, vous savez exactement où vous allez, donc c'est charge à vous de vous préparer à cette évaluation. Et donc, l'idée, c'est en ce sens d'engager une dynamique d'amélioration de la démarche, de faire en sorte que l'ensemble des personnes, que ce soit la personne accompagnée, les professionnels, l'institution, de s'approprier les exigences attendues par le référentiel et bien sûr de définir tous les axes d'amélioration pour répondre à ces critères. Donc, vous voyez que la méthodologie mise en place, finalement, nous laisse peu de marge de manœuvre et on pourrait se poser la question du rapprochement entre l'évaluation qui aujourd'hui vous laisse un champ d'action, mais in fine, qui va agir pour que vous fassiez la preuve d'un certain nombre votre preuve de conformité sur les différents critères. Est-ce que là, on ne rapproche pas les éléments d'un contrôle ? Oui, effectivement, finalement, avec une méthodologie aussi rigide et un référentiel qui fixe pour chaque critère, enfin pour chacun des 157 critères passés au crible, une référence juridique à la clé. Et c'est d'ailleurs ce qui se tramait dans les débats parlementaires où finalement on accorde à l'évaluation, même si on ne le dit pas officiellement dans le texte, une finalité proche du contrôle, proche de la conformité à la réglementation. C'est insidieux, mais c'est clairement ce qui saute aux yeux quand on voit la construction de chaque fiche critère où on a un public cible et à coller un fondement juridique. Et à l'inverse, le contrôle qui était présenté comme une véritable vérification de la conformité à une réglementation, le fait que la méthodologie ne soit pas si carrée, si uniformisée, laisse place en pratique à beaucoup d'interrogations sur les modalités de fonctionnement d'organisation sans référentiel et aussi à un jugement subjectif de la qualité. Là où l'évaluation tend davantage à une uniformisation de la vision de la qualité. Tout à fait. Et on a vraiment des critères quand même qui sont très précis et qui nous donnent une lisibilité précise des éléments. Alors, sur l'évaluation comme pour le contrôle, on a un certain nombre de points incontournables. Oui, effectivement, lorsqu'un contrôle est diligenté, mais tout comme l'évaluation et comme Patrick vous le présentera, il y a une suite. Et là, on voit encore un certain nombre de parallèles et d'éléments de convergence entre les suites d'un contrôle et les suites de l'évaluation. Suite à un contrôle, l'administration vous produira un pré-rapport dans lequel elle livrera ses avis, ses griefs, qui vont être matérialisés par des injonctions, des recommandations et des préconisations. Les recommandations et les préconisations ne donnent pas lieu à sanction et sont d'ailleurs des notions qui ne sont pas juridiques mais qui ont vu le jour avec la pratique. Et les injonctions, là pour le coup, on est sur une notion beaucoup plus juridique. C'est une obligation de faire dans un délai fixé. Et donc là, ça appelle de la part du gestionnaire à une réponse, ce qu'on appelle la procédure contradictoire, où on invite très fortement le gestionnaire à fournir ses observations écrites et tous les éléments de preuve qui permettront de faire tomber ou de lever les injonctions. Donc, tous les éléments que vous n'avez pas pu produire le jour du contrôle parce que celui-ci était inopiné, parce que les documents étaient au siège et que vous ne les aviez pas au niveau de l'établissement, cette procédure contradictoire vous offre la possibilité vraiment de justifier vos pratiques, de contredire l'administration sur un certain nombre de points. L'administration va répondre à vos observations et va soit lever un certain nombre d'injonctions qui auront été jugées satisfaites à la lumière de vos pièces et de vos réponses, soit va maintenir un certain nombre d'injonctions. Et donc, ça nécessite pour vous d'établir un plan d'action où, en fonction des échéances fixées par l'administration, vous justifierez la mise en conformité de ces injonctions. Bien évidemment, le délai ne sera pas le même en fonction de la nature de l'injonction.
S'il y a un danger immédiat lié à la sécurité, type fenêtre défectueuse ou un élément dans le mobilier qui est très dangereux, on vous donnera un délai très bref pour y satisfaire. Si c'est refondre le projet d'établissement ou de service, là, vous aurez plusieurs mois pour le faire. Mais ce qui est important, c'est de justifier étape par étape auprès de l'administration de la satisfaction à ces injonctions pour ensuite, in fine, espérer qu'il n'y aura pas de suite juridique à ce contrôle, c'est-à-dire pas de sanctions. Et à défaut, si l'administration estime que vous ne vous êtes pas mis en ordre de marche aux injonctions fixées, il y aura possibilité d'avoir des sanctions juridiques qui peuvent aller de l'astreinte, la sanction financière, voire la désignation d'un administrateur provisoire et, dans les cas les plus graves, une fermeture temporaire ou définitive. Et donc là, on voit bien qu'on a des éléments de justification attendus avec potentiellement des conséquences. Et je crois que pour l'évaluation, on est sur un schéma relativement proche. Alors effectivement, sur l'évaluation, on a effectivement différents... on a bien sûr les critères qui vont nous amener à avoir... Donc on a les critères et on a également tous les commentaires de nos évaluateurs. Et à partir de ces éléments-là, on peut avoir un certain nombre de sanctions possibles, notamment en cas de non-réalisation de l'évaluation, parce qu'on pourrait oublier de la mettre en œuvre, ou être en retard par rapport au planning préconisé. Donc là, on peut avoir une mise en demeure de l'ARS ou du conseil départemental. Donc là, c'est un article du Code de l'action sociale et des familles. Et là, je laisserai Agathe, spécialiste de la matière. Mais du coup, on a ensuite le risque d'avoir des non-conformités. Si on ne répond pas à certains critères du référentiel, là, on peut avoir une injonction de correction. Et donc là, on rejoint effectivement le contrôle avec une obligation de suivi renforcé. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une injonction, on va vous demander de mettre derrière un plan d'action et de le proposer rapidement à l'autorité de contrôle, et on vous dira si votre plan d'action va, et on vous laissera quand même le temps de réaliser si ça paraît cohérent. Ensuite, on a un risque d'évaluation côté très insuffisante, et là, on pourrait aller jusqu'à un risque de non-renouvellement de l'autorisation. Donc là aussi, on rejoint des risques liés à un contrôle. Ensuite, si vous avez des manquements graves à la qualité ou à la sécurité, là, le référentiel ne donne pas de règles du jeu, mais je pense que là, on aurait plutôt la mise en place d'un contrôle, et on rejoindrait le contrôle. Donc, l'HAS pourrait demander un contrôle sur les différents manquements et voir les sanctions qui devraient être prises, non-renouvellement de l'autorisation, fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. Donc là, on est plus vraiment dans l'évaluation, mais c'est un risque lié à l'évaluation qui pourrait passer effectivement sur le contrôle. Effectivement, il n'y a pas de règles pour définir quelles sont les structures à contrôler. Ça peut être du pur hasard, mais en réalité, on le voit bien d'expérience. Les administrations s'appuient sur des indices qui pourraient leur donner envie d'aller vérifier ce qui se passe dans un établissement, un turnover très important au niveau des postes de direction, une crise dans la gouvernance, un nombre de décès très important, un accident grave, mais également un rapport d'évaluation qui revient avec un grand nombre de critères impératifs non satisfaits. C'est effectivement des éléments que l'administration peut mobiliser pour avoir envie de diligenter un contrôle. Donc là, effectivement, on aura des déclencheurs liés au référentiel et à l'évaluation. Sachant que évaluation et contrôle ont quand même un impact sur la réputation de l'établissement, puisque le rapport d'évaluation fait l'objet d'une publicité et les usagers ont le droit de consulter ce rapport d'évaluation. Vous avez déjà une obligation de toiletter vos règlements de fonctionnement pour rappeler cette faculté à vos usagers, mais il faut savoir que sur le versant contrôle, il y a également une publicité d'organiser, alors différente, mais en tout cas, le CVS est informé des injonctions formulées à l'égard de l'établissement, et l'administration peut également exiger l'affichage des injonctions dans l'établissement. Donc on voit bien
qu'on a des convergences, des mécanismes qui sont proches, différemment orchestrés, avec des finalités pas tout à fait similaires, mais on est sur des outils qui sont globalement cousins. Voilà, donc effectivement, sur la publication des résultats d'évaluation, là, on a une obligation réglementaire. Depuis le 1er avril de cette année, donc l'HAS a l'obligation d'afficher les résultats d'évaluation, sachant qu'il va y avoir un petit décalage, puisqu'elle a quelques mois pour mettre en place les outils de diffusion. Donc, ce sera diffusé sur le site internet de l'HAS avec donc une méthodologie qui reste encore à définir parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. On a également donc l'affichage dans les établissements et également la possibilité pour les personnes accompagnées, leurs familles, de consulter l'évaluation. Donc, c'est un document qui devient public et donc qui également peut servir d'élément de comparaison. Donc ça, on va y venir juste après. Alors, je voulais quand même souligner, moi, que l'évaluation doit être considérée avec un risque, effectivement, pour l'établissement, pour les professionnels, mais il faut aussi le considérer, l'évaluation, comme une opportunité. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur ce point-là, avec un objectif quand même de fond, que ce soit le contrôle ou l'évaluation, d'améliorer la qualité de service pour les personnes accompagnées. Donc, l'évaluation par rapport au contrôle va vous permettre d'anticiper d'éventuels écarts, donc de renforcer l'amélioration de la qualité de service, de renforcer la confiance dans votre établissement et la réputation de votre établissement. Également, ça va permettre aux professionnels d'être dans une démarche de qualité et donc de formation, d'évolution professionnelle pour permettre d'améliorer l'accompagnement, mais également de les sécuriser, puisque le référentiel donne quand même un certain nombre d'éléments qui cadrent l'accompagnement finalement, et donc qui vont permettre de servir de point de référence pour un directeur, pour un professionnel dans son quotidien. Et également, c'est un outil de modernisation et d'innovation dans les structures. Pourquoi ? Parce que pour répondre à l'ensemble de ces critères, on l'a dit, on va remettre en jeu nos documentations, nos contrats de séjour, notre règlement de fonctionnement, notre livret d'accueil. Et donc, on va faire évoluer également nos outils informatiques. Mais là, on va aller sur la partie dossier informatisé de la personne accompagnée. Et tous ces éléments-là vont converger vers une amélioration donc, de la prestation et donc de l'accompagnement des personnes dans nos structures. Oui, effectivement, cette démarche qualité, on peut également la retrouver à travers les contrôles, puisque au-delà de la vision punitive, les administrations cherchent surtout à comprendre le fonctionnement, les modalités d'organisation de vos structures et on le voit bien à travers le contenu des rapports de contrôle, sont également dans cette recherche d'interrogation des pratiques et de recherche d'amélioration continue de la qualité. Et les contrôles, tout comme l'évaluation, sont des moments propices pour la direction déjà de prendre connaissance de certaines pratiques dans certains établissements qui ne sont pas forcément connus de tous les cadres et les directeurs, se réinterroger sur certaines pratiques, sur certaines modalités d'organisation et avoir une démarche d'auto-évaluation à ce moment-là, voire de rafraîchissement d'un certain nombre de documents. Sachant que l'HAS insiste beaucoup sur l'auto-évaluation et considère que les outils qu'elle met à disposition concernant le référentiel sont pas seulement à destination des évaluateurs, mais également à destination de l'ensemble des professionnels, et que l'auto-évaluation vous permet non seulement de vous préparer à l'évaluation, mais également de mettre en œuvre la démarche de qualité continue au sein de votre établissement. Donc on est vraiment dans une démarche appuyée, alors qui rejoint par certains aspects le contrôle, mais qui a quand même toujours cet objectif en ligne de mire d'améliorer l'accompagnement. Un petit point de vigilance sur le volet contrôle pour le coup, on retrouvera moins dans la logique d'évaluation, c'est qu'au niveau des agents de contrôle, il y a une posture qui est parfois de vouloir aussi protéger l'engagement de la responsabilité de l'administration. On le voit très clairement récemment sur les injonctions
qui nous sont opposés à nos clients, injonction de recruter, injonction de faire des travaux qu'on n'a pas voulu financer dans le cadre des procédures budgétaires. Donc on voit là parfois une attitude un peu presque schizophrénique de l'administration qui d'un côté ne veut pas financer un certain nombre de nouveaux ETP ou de travaux, mais lorsqu'elle prend sa casquette d'agent de contrôle, va pointer du doigt l'insuffisance de surveillants de nuit ou la nécessité de faire des travaux. En réalité, l'administration joue ce jeu de vouloir se protéger et d'éviter d'engager sa responsabilité en cas de dommage. C'est une des leçons retenues par l'administration avec le scandale Orpea. C'est ça. Et entre les problématiques de financement, les problématiques de recrutement, les problématiques donc d'organisation avec des sous-effectifs, c'est vrai que ça pose la question de la manière d'appréhender un contrôle, d'appréhender l'évaluation. Donc c'est pour ça que ce travail en amont va permettre quand même d'essayer d'améliorer l'organisation et de tenir compte aussi de ces paramètres qui n'ont pas, si on élargissait un peu le débat, qui vont continuer à aller de l'avant. Hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des établissements, une volonté en tout cas de l'État de regrouper les structures, d'agglomérer les services. Donc là, l'objectif, il est vraiment d'avoir une centralisation de plus en plus sur les structures. Oui, et également un élément en termes d'accompagnement qui est commun à l'évaluation et au contrôle, c'est la traçabilité. C'est vrai que pour les gestionnaires qui ont vécu cette évaluation nouvelle mouture, n'ont souvent pas pu obtenir la note maximale en matière de cotation lorsqu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de ce qu'ils racontaient. Et en matière de contrôle, c'est exactement pareil. C'est tout l'enjeu de tracer à travers des comptes rendus de réunion, à travers la constitution en fait de dossiers, de protocoles internes, de notes internes, pour pouvoir en justifier au maximum, tant sur le volet évaluation qu'en cas de contrôle. Voilà, donc au niveau de la démarche, l'objectif il est quand même d'anticiper, donc de prévoir les éléments. Donc pour la partie qualité, on a effectivement toute la démarche d'auto-évaluation. Le référentiel, les outils proposés en annexe vont permettre effectivement de se préparer. Donc là, dans le cadre des démarches, vous avez un qualiticien en interne qui peut et qui doit vous amener à préparer tous ces éléments-là. Donc Accent Service propose également de vous accompagner dans cette démarche-là. Également, on proposera des outils puisque dans le cadre de la démarche, il faut impérativement former, sensibiliser les équipes. On l'a dit déjà, revoir les documentations, revoir et préparer un plan d'action et même parfois le plan d'action prédéfini permettra d'anticiper, même si on n'a pas, on sait qu'on n'est pas parfait sur certains critères, le fait d'avoir anticipé et préparé un plan d'action permettra effectivement de faire savoir à l'évaluateur qu'on a avancé sur le sujet et que les professionnels sont en route pour répondre aux critères. Donc je pense que sur l'évaluation, on risque d'avoir le même genre d'appréciation, le fait de bien se préparer. Oui, effectivement, surtout que il y a un certain nombre de choses qui nécessitent du temps pour la mise en œuvre. Il ne s'agit pas de le décréter, mais derrière, il faut former, diffuser les bonnes pratiques et surtout s'assurer qu'elles sont bien comprises au niveau des professionnels. Donc, la conduite du changement ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense notamment lorsqu'il y a des soucis en matière de circuit du médicament, notamment, où là, on est sur vraiment une démarche sur plusieurs mois pour vraiment remettre d'équerre les protocoles internes, redéfinir les fiches de poste, redéfinir parfois, réajuster les temps de travail de certains professionnels, je pense notamment aux IDE. Donc, on a vraiment cette nécessité d'anticiper, puisque c'est pas le jour où on identifie un problème qu'on peut tout de suite apporter une solution. Il y a vraiment cette temporalité à anticiper, d'où le fait de bien s'auto-évaluer, voire de se faire accompagner pour cette auto-évaluation et de pouvoir en justifier le jour de l'évaluation. D'anticiper effectivement la démarche. Voilà, donc pour conclure, en conclusion, Agathe.
Alors, contrôle, évaluation, même combat? Finalement, on est sur des objectifs de finalité relativement proches. On l'a vu en brassant les cadres juridiques, les méthodologies. Il y a un flou qui peut à un moment donné s'opérer entre ce que recherche un agent de contrôle et un évaluateur. Les missions des uns et des autres peuvent parfois se confondre. En tout cas, il y a bien un élément, un fil conducteur sur ces deux procédés, c'est la démarche d'amélioration de la qualité et surtout la nécessité d'avoir une prise en charge respectueuse des droits et des libertés des usagers. Donc ça, c'est vraiment important. Et que finalement, les outils sont les mêmes. Il n'y a pas une démarche spécifique à l'appréhension d'un contrôle et une démarche spécifique à l'appréhension d'une évaluation. Les deux peuvent être menés de front à l'appui du manuel HAS, puisqu'en réalité, quand on regarde les 18 critères impératifs de l'HAS, ce sont généralement des points de vérification systématique en cas d'inspection. Et donc, par rapport à l'évaluation, il est clair que le cadre est, on l'a vu, très précis et risque effectivement de continuer à se préciser. Et donc, il faut vraiment suivre de près les éléments et ça va nécessiter d'autant plus cette préparation et cette anticipation. Donc, en tout cas, on vous remercie de votre participation encore nombreuse. J'espère que ça aura répondu à un certain nombre de questions et on voit que finalement, ça lève le débat. Donc, c'est objectif atteint. À très bientôt. Au revoir.